Peu importe combien nous étudions l'espace, notre cerveau n'est pas capable de vraiment saisir ce fait étonnant. L'univers est infini. Cependant, une découverte récente pourrait amener les scientifiques à tout reconsidérer. Est-il possible que l'univers ait une limite? Et quel est ce mur de feu que les sondes de la National Aeronautics and Space Administration ont découvert à la frontière du système solaire? Les chercheurs scientifiques débattent depuis longtemps de l'existence d'une frontière intergalactique entre le système solaire et l'espace interstellaire. Cependant, il y a peu, les capacités technologiques humaines ne permettaient pas d'obtenir des données de zones aussi éloignées. Tout a changé grâce aux sondes spatiales de la National Aeronautics and Space Administration. Pour la première fois, un étrange mur lumineux à la frontière du système solaire a été découvert en 1992 à l'aide d'un appareil. À l'époque, les scientifiques ne voyaient cette barrière que comme une théorie. Cependant, de 2007 à 2017, les scientifiques de la National Aeronautics and Space Administration ont lancé la sonde Nouveaux Horizons et ont scanné le ciel 7 fois pour détecter la présence d'une étrange lumière ultraviolette qui avait déjà été enregistrée il y a 30 ans à la soi-disant frontière du système solaire. La sonde a obtenu une vue à 360 degrés de cette émission ultraviolette et a confirmé la détection d'un excès d'ultraviolet loin du Soleil. Ces données sont pratiquement identiques aux mesures qui ont été effectuées. Nous voyons la frontière entre les environs du Soleil et la galaxie, explique Leslie Young de l'Institut de recherche du Sud-Ouest. Quel est ce seuil et pourquoi s'est-il formé? En fait, toutes les planètes du système solaire sont sous l'influence de ce qu'on appelle le vent solaire. C'est un flux continu de particules chargées, émis par la couronne solaire, qui forme un plasma. C'est précisément ce plasma qui crée autour de tout notre système l'héliosphère, sous la forme d'une bulle allongée. Cependant, à la frontière du système solaire, le vent solaire s'arrête complètement et au-delà commence l'espace interstellaire qui est principalement rempli d'hydrogène. Le mur lumineux découvert par Voyager est le résultat de la collision du vent solaire avec les forces interstellaires, à partir d'atomes d'hydrogène neutre. On suppose que les particules d'hélium, en entrant en collision avec l'hydrogène, perdent leur vitesse, l'énergie cinétique se transforme en chaleur et à la frontière se forme ce qu'on appelle un mur d'hydrogène, qui diffuse la lumière ultraviolette d'une manière particulière. Cela signifie-t-il que la sonde de la National Aeronautics and Space Administration pourrait littéralement se heurter à un mur? Pour répondre à cette question, voyons à quoi ressemble réellement cette frontière. Officiellement, les scientifiques ont appelé cette barrière le mur de feu. Imaginons que nous sommes des passagers de Voyager regardant par la fenêtre. Notre position est à 90 unités astronomiques du Soleil. L'appareil s'approche progressivement du mur d'hydrogène. La première chose que vous voyez devant vous, c'est la zone où le vent solaire ne peut plus résister au vent interstellaire. D'abord, une onde de choc se forme dans l'héliosphère, une zone où la vitesse du vent chute brusquement, mais où sa densité augmente. Grâce aux recherches de la National Aeronautics and Space Administration, nous savons déjà que le champ magnétique ici a une structure étrange, semblable à de la mousse. Cela se produit parce que la matière magnétisée et les petits objets cosmiques forment des champs magnétiques locaux que l'on peut comparer à des bulles. Ensuite, nous traversons le manteau héliosphérique. Notre position est à 100 unités astronomiques du Soleil. C'est une zone de turbulence où le vent solaire ralentit et se comprime. Lorsque la vitesse du vent solaire diminue progressivement jusqu'à atteindre 0, nous entrons dans ce qu'on appelle l'héliopause. Ici, la pression du vent solaire n'est plus capable de repousser la matière interstellaire. Ainsi, le vent solaire se mélange avec la matière interstellaire. Et enfin, voici la frontière constituée du mur d'hydrogène. Même s'il n'y a pas de garde-frontières ici, il nous sera difficile de traverser cette zone sans complications. On peut dire qu'elle ressemble à un véritable enfer. Dans le mur d'hydrogène se trouvent d'énormes masses de plasma incandescents. D'après les données de la sonde spatiale numéro 2, la température ici varie de 30 à 50 000 degrés Celsius. Un mur aussi chaud crée une sorte de barrière qui protège notre système solaire et empêche environ 70% du rayonnement cosmique de passer.
C'est rassurant car si cette protection venait à faillir dans certaines circonstances, nous nous retrouverions automatiquement dans l'espace interstellaire. Il est fort probable que nous ne pourrions pas survivre dans de telles conditions à cause du niveau élevé de radiation. Si cela arrivait, la vie sur Terre ressemblerait à des scènes de films post-apocalyptiques ou d'hiver nucléaire. Cependant, la frontière du système solaire présente une caractéristique encore plus intéressante. Elle a une faible densité, ce qui permet aux sondes de la National Aeronautics and Space Administration de la traverser. La principale tâche est de faire en sorte que l'équipement survive en traversant le plasma chaud. On ne peut pas en dire autant de... Une partie de son équipement transmettant les données est tombée en panne lors de la tentative de franchir la barrière brûlante. C'est pourquoi, pour l'instant, tous nos espoirs reposent sur lui, qui, selon les dernières informations, n'a pas encore atteint l'espace interstellaire et est temporairement coincé dans la zone de transition. Les scientifiques de la National Aeronautics and Space Administration continuent de recevoir des signaux de sa part. Mais pour l'instant, ils ne sont pas sûrs qu'il sera un jour possible pour l'humanité de voyager à travers cette barrière de plasma brûlant. Pour l'instant, nous ne pouvons pas prédire avec certitude comment le rayonnement interstellaire affectera les passagers d'un vaisseau spatial. Mais supposons que nos technologies aient rendu un tel voyage possible. Que se passera-t-il en traversant le plasma? Alors, imaginons que nous ayons réussi à accomplir l'impossible. Nous avons franchi la frontière et, d'une certaine manière, nous sommes arrivés dans une nouvelle réalité qui n'a plus rien à voir avec la vie dans le système solaire. Que va-t-il se passer ensuite? Pour l'instant, nous ne pouvons que deviner la suite. Une hypothèse suggère qu'une onde de choc principale nous attend derrière le mur. Elle a la forme d'un arc tendu et ressemble à une vague qui se forme à la surface de l'eau devant la proue d'un navire en mouvement. L'onde de tête apparaîtra si la matière interstellaire se déplace vers le Soleil à une vitesse supersonique. Cependant, cette onde pourrait ne pas exister. Dans une étude publiée sur la base de l'analyse des données de la sonde, il est indiqué que la vitesse de déplacement de notre héliosphère à travers la matière interstellaire n'est pas suffisamment élevée pour cela. Les données des appareils confirment aussi ces conclusions. Mais pour pouvoir enregistrer ce qui existe au-delà de la frontière d'hydrogène, nous devrons attendre de nouvelles données. Et maintenant, il est temps de revenir à la question posée au début de la vidéo. L'univers a-t-il une frontière ? Puisque nous avons découvert que notre système solaire possède une frontière visible, une question logique se pose. Pouvons-nous appliquer cette règle à l'ensemble de l'univers ? En fait, ces dernières années, de nombreuses découvertes scientifiques ont été faites, nous donnant de plus en plus d'indices intrigants que l'univers n'est pas infini. Par exemple, si nous supposons que l'univers est infini, nous devrions parler de son infinité non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et cela signifie qu'un tel univers devrait avoir un nombre incalculable d'étoiles. Pourtant, lorsque vous regardez le ciel la nuit, vous voyez des espaces sombres entre les étoiles. Cela nous indique que l'univers n'a pas existé de toute éternité. Et, selon la théorie du Big Bang, il existe un point dans le temps où l'univers a un commencement. Notre monde n'a pas toujours existé. Et tout cela réfute la théorie de l'éternité de l'univers et donc aussi celle de son infinité. Le problème, c'est que les voyages sur d'énormes distances prennent des années-lumière et donc les scientifiques reçoivent toujours des données obsolètes. En même temps, nous ne voyons pas toutes les galaxies depuis 13 milliards d'années. Voilà le maximum qui nous est accessible, affirme Neil Cornish, astrophysicien de l'Université d'État du Montana. Ainsi, il existe pour notre vision une barrière de rayonnement fossile qui s'est formée 380 000 ans après le Big Bang, lorsque l'univers s'est étendu et refroidi au point que des atomes sont apparus. Ce rayonnement peut être comparé à une photo d'enfance de l'univers, où il est capturé avant l'apparition des étoiles. Cependant, au-delà de cette barrière, il peut exister aussi bien des frontières qu'un univers qui se prolonge à l'infini. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude si l'univers a une frontière. Mais en utilisant des calculs mathématiques et en explorant le microcosme, les scientifiques ont déjà élaboré des théories fonctionnelles et ont même supposé quelle forme l'univers a réellement. Vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet dans la vidéo que j'ai publiée précédemment. Tout dans ce monde a un début et une fin. C'est la loi fondamentale de l'existence.
S'il existe une hypothèse sur le début de notre univers sous la forme de la théorie du Big Bang, à votre avis, comment sera la fin de notre univers ? S'agira-t-il d'une mort lente et infinie dans un vide ou un froid éternel ? Ou la fin de l'univers sera-t-elle marquée par un feu d'artifice spectaculaire d'un tout nouveau type de supernova ? Comment ces supernovas sont-elles liées aux naines noires et aux étoiles de fer ? Par où devrions-nous commencer ? Peut-être par la fin ? À ce jour, l'hypothèse la plus probable de la fin de l'univers est ce qu'on appelle la mort thermique. La théorie, également appelée le grand gel, a été formulée par Rudolf Clausius en 1865 et était basée sur la deuxième loi de la thermodynamique extrapolée à l'ensemble de l'univers. Pour résumer, lorsque l'univers atteindra une entropie maximale, qui est une mesure de la dissipation irréversible de l'énergie, son expansion exponentielle éternelle conduira à un vide absolu et à un froid absolu. Les étoiles se refroidiront et s'éteindront progressivement, les trous noirs s'évaporeront et l'expansion de l'univers deviendra si intense que la distance entre les particules restantes sera si immense qu'elles ne se croiseront plus jamais. La fin de l'univers sera-t-elle vraiment aussi froide, longue et morne ? En août 2020, une hypothèse a émergé selon laquelle la fin de l'existence pourrait être marquée par un feu d'artifice final éclatant d'étoiles en explosion. Mais pour en arriver là, essayons d'abord de comprendre en quoi se transforment les étoiles mourantes et quel sera le destin de notre Soleil. Pour percer le mystère de ces énigmes, nous devrons revenir au début de l'histoire. Plus précisément, il y a moins d'un siècle, dans les années 30 du XXe siècle. Alors que tout le monde profitait d'une période de paix relative entre les deux guerres mondiales, le monde scientifique était en pleine révolution. La nouvelle science, la mécanique quantique, a en grande partie bouleversé la compréhension classique du monde. Ralph Fowler, physicien théoricien anglais, a par exemple découvert un nouvel état théorique de la matière superdense, la matière dégénérée, dans laquelle les atomes sont dépouillés de leurs électrons, puis ces électrons sont tellement serrés les uns contre les autres que tous les états quantiques possibles sont occupés. La découverte de Fowler a levé le voile sur le cycle de vie des étoiles et leur évolution. Un nouveau type d'étoiles a été découvert, les naines blanches. Ces étoiles faibles mais brûlantes possèdent une densité si élevée qu'un seul centimètre cube de leur matière pèse littéralement une tonne. Fowler a compris qu'elles pouvaient être composées de cette matière dégénérée et que la seule pression de dégénérescence suffirait à arrêter leur effondrement sous l'effet de leur propre champ gravitationnel intense. C'est l'une des dernières étapes de la transformation des étoiles, qui d'abord se dilatent en géantes rouges, puis se contractent en naines blanches. Mais est-ce vraiment le destin de tous les astres célestes ? L'étudiant de Fowler, Subrahmanyan Chandrasekhar, s'est demandé cela et a compris que tout dépendait de la masse de l'étoile. Chandra, comme ses amis appelaient le scientifique, a prouvé qu'il existe une limite supérieure de masse à partir de laquelle une étoile peut évoluer en naine blanche. Cette limite a été appelée la limite de Chandrasekhar. Les étoiles qui dépassent cette limite terminent leur existence par une explosion qui laisse derrière elles une étoile à neutrons ou un trou noir. Les étoiles de masse inférieure, comme le Soleil, connaissent une évolution tout à fait différente, suivant un chemin qui les mène à devenir une naine blanche refroidissant lentement. Mais est-ce vraiment la fin ? Pas du tout. Lorsque les étoiles refroidissent, le plasma autrefois brûlant change d'état. Il se fige et l'étoile commence à se cristalliser. Dans les cristaux ordinaires, les atomes ou les molécules sont liés en un réseau, partageant leurs électrons. Dans une naine blanche, les noyaux ne pourront jamais récupérer leurs électrons pour redevenir des atomes. Les électrons restent sous forme de plasma dégénéré chaud et continuent leur travail pour empêcher l'étoile de s'effondrer. Pendant ce temps, les noyaux cessent d'interagir avec les électrons et ralentissent à mesure qu'ils se refroidissent, devenant presque immobiles à l'intérieur de l'étoile. Finalement, toutes les naines blanches doivent se refroidir jusqu'à atteindre la température de l'espace environnant. Actuellement, cette température est de 3 Kelvin, mais à l'avenir, elles deviendront encore plus froides, car l'univers s'étend et le rayonnement de fond cosmique se dissipe. Et c'est ici que se révèle la forme finale d'une étoile refroidie, appelée naine noire. Il s'agit d'une étoile complètement refroidie qui n'émet plus aucune radiation visible. Mais que se passerait-il si la vie pouvait encore subsister en elle ?
Est-ce que le stade de la naine noire n'est pas encore la fin ? Et c'est ici que nous arrivons enfin à cette découverte qui a été faite en août 2020 par le physicien théoricien Matt Kaplan. Les naines noires ont deux options possibles. L'une de ces voies attend 99% de toutes les étoiles refroidies, mais selon Kaplan, dans les entrailles glacées d'1% des naines noires. Il subsiste encore des processus qui peuvent transformer une étoile morte et refroidie en un type de supernova tout à fait unique. De quoi s'agit-il exactement ? La première voie que suivra la plupart des naines noires est celle du fer. Mais de quelle transformation en fer parle-t-on si l'étoile est complètement refroidie et que tous les processus en elle sont arrêtés ? Le fait est qu'il existe une possibilité de fusion nucléaire qui peut se produire même à des températures très basses. Grâce à ce qu'on appelle l'effet de tunnel quantique, cela implique la possibilité pour les particules de se rapprocher les unes des autres même lorsqu'il n'y a pas assez d'énergie pour cela. De plus, ces réactions se produisent si lentement qu'il peut s'écouler des millions d'années avant qu'une seule réaction de ce type de synthèse n'ait lieu. Mais que se passera-t-il après des ères si cela finit tout de même par arriver ? Ainsi, l'effet de tunnel quantique rapproche le noyau suffisamment de son voisin pour qu'il fusionne en un élément plus lourd. Ce processus s'appelle la fusion pycnonucléaire et il transforme très lentement le noyau d'une étoile refroidie du carbone vers la forme la plus stable de la matière, le fer. Pendant environ 10 puissance 1500 ans, il en résulte une étoile de fer ou une naine noire de fer, le destin hypothétique de toutes les étoiles dont le noyau est en dessous de la limite de Chandrasekhar. Ensuite, tout dépend de la stabilité des protons. S'ils se désintègrent, la naine blanche s'évaporera en brouillard subatomique. En seulement 10 puissance 32 ans, ou quelque chose comme ça, bien avant qu'elle ne puisse devenir une étoile de fer. Mais si l'on suppose que les protons sont stables, nous atteindrons un point où l'univers ne sera composé que d'étoiles de fer et de rayonnement, et ces étoiles de fer sont également condamnées. Elles finiront par devenir silencieusement des trous noirs au fil des éons. Quelque chose comme 10 puissance 75 ans, et ces trous noirs s'évaporeront assez rapidement en comparaison, disparaissant sous forme de rayonnement pur en 10 puissance 60 ans. Cela arrivera à 99% des naines noires, mais qu'en est-il du 1% restant ? Et de quelle supernova, que l'on peut véritablement qualifier de noire, parle-t-on ? Ici, nous revenons à Matt Kaplan et à son article. Kaplan a trouvé un moyen pour que certains naines noires terminent leur vie de façon plus spectaculaire, en tant que supernova de naines noires. Rappelez-vous que la limite de Chandrasekhar donne la masse maximale possible pour qu'un résidu stellaire soit soutenu par cette pression. Cela dépend du nombre d'électrons par rapport à la masse de l'étoile. Kaplan a mené une analyse détaillée des réactions nucléaires qui conduisent à la formation d'une étoile de fer et a découvert que leur équilibre fragile est menacé. À la dernière étape du processus de synthèse pycnonucléaire, deux noyaux de silicium fusionnent pour former du nickel. Ensuite, l'un des protons du nickel émet un positron et se transforme en neutron. Il en résulte du fer 56, l'élément le plus stable de l'univers. Mais ce positron émis est l'analogue d'antimatière des électrons qui soutiennent l'étoile contre l'effondrement. Il s'annihile immédiatement avec l'un de ces électrons, épuisant ainsi les réserves de l'étoile. Au moment où l'étoile de fer est complètement formée, sa masse de Chandrasekhar chute d'environ 1,4 à moins d'1,2 de la masse du Soleil. Cela signifie que la naine blanche, ou maintenant la naine noire de fer, qui était initialement stable avec une masse inférieure à la limite initiale de Chandrasekhar, peut devenir instable. Si sa masse dépasse 1,16 centième de la masse solaire, lorsque cela se produira, un effondrement catastrophique devrait conduire à un nouveau type de supernova, qui n'aura lieu que dans ce futur lointain, la supernova de naines noires. Ils laisseront derrière eux des noyaux de fer plus petits ou des étoiles à neutrons. Pour les plus grandes de ces étoiles, le temps estimé avant leur destruction est d'environ 10 puissance 1100 ans. Alors que pour celles qui se trouvent à la limite inférieure, il faudra jusqu'à 10 puissance 32 000 ans pour cesser d'exister.
Ainsi, il semble qu'à la fin des temps, nous aurons des étoiles de fer ainsi que des supernovas noires explosant dans un futur espace-temps inimaginablement lointain. Avouons-le, cette perspective semble bien plus attrayante qu'un vide glacé infini rempli d'étoiles noires mortes. Malheureusement, ou plutôt heureusement, l'humanité ne verra probablement pas ce grandiose final de l'univers. Nous avons l'habitude de considérer la Lune comme quelque chose d'acquis, mais avouez que c'est toujours un spectacle merveilleux dans notre ciel. La Lune est assez grande et suffisamment proche de nous pour que nous puissions facilement distinguer à l'œil nu les détails de sa surface, comme les sombres mers lunaires et les cratères. Rien que regarder notre satellite à travers un télescope est déjà impressionnant. Cependant, ce que nous allons vous montrer dans cette vidéo fera pâlir n'importe quel télescope, même le plus puissant. En fait, l'humanité a eu la chance non seulement de se rendre sur la Lune, mais aussi de lancer un engin orbital qui tourne autour d'elle et scanne sa surface avec une caméra puissante. Depuis 2009, alors qu'a-t-on réussi à enregistrer ? Dans cette vidéo, nous allons vous montrer certaines des images les plus récentes, impressionnantes et mystérieuses de la Lune, prises par la station interplanétaire automatique de la National Aeronautics and Space Administration. C'est un petit cratère inoffensif et sans nom. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de minuscules cratères à l'intérieur. Et ce cratère, à son tour, se trouve à l'intérieur d'un autre cratère. Si l'on change d'échelle, on voit que ces cratères ne se trouvent pas seulement dans un autre cratère, mais que leur forme est presque parfaite. Ces deux cratères sont tous deux désignés comme un seul cratère, Belly. Ce type particulier de cratère est-il connu sous le nom de beignet ou de cratère concentrique? Il est tout à fait possible qu'il soit le résultat de deux impacts de météorites étonnamment précis. Mais voici la question, la mère nature aurait-elle pu créer quelque chose d'aussi régulier? Si les cratères étaient le résultat de collisions aléatoires, il devrait y avoir une répartition aléatoire de cratères concentriques à la surface de la Lune. Pourtant, ce n'est pas le cas. Regardez cette carte. Le nombre de cratères concentriques augmente autour de certaines zones, en particulier autour du bord de cette région de la Lune appelée l'océan des tempêtes. Un autre facteur à prendre en compte est que la plupart de ces cratères ont le même âge. La recherche d'indices dans le cratère révèle aussi un fait intéressant. Le cratère extérieur devrait être environ 2 fois plus profond que les autres cratères de taille similaire à la surface de la Lune. Bien sûr, la cause est l'impact venu du ciel, mais il y a aussi un autre facteur inconnu. L'une des théories est que certains de ces impacts se sont produits à une époque où la surface de la Lune dans cette région était dans un état intermédiaire entre solide et liquide, avec une consistance semblable à de la lave froide ou du miel. Lorsque l'impact s'est produit, il a provoqué une ondulation qui s'est propagée vers l'extérieur, mais qui s'est ensuite arrêtée et ne s'est jamais lissée, jusqu'à ce qu'elle soit complètement refroidie et figée sur place. La théorie la plus probable est que, lorsque la Lune était plus active géologiquement, les cratères de cette région ont été soulevés par en dessous par du magma qui tentait de s'échapper à la surface. Cela explique la faible profondeur du cratère et la présence de cratères concentriques autour de certains points précis sur la Lune. Bien que plus de spécialistes soutiennent cette théorie, la réponse reste incertaine. Selon vous, de quoi s'agit-il ? Passons à d'autres caractéristiques intéressantes. Vous pensez probablement que la surface de la Lune ne subit presque aucun changement, à part les météorites qui y tombent de temps en temps? En principe, vous avez raison, mais les scientifiques ont découvert des preuves que le sol lunaire se déplace de temps en temps. Sur cette image, vous voyez le bord d'un grand cratère de 32 km de large, connu sous le nom de cratère Kepler. Et ce que vous pouvez remarquer le long de la paroi du cratère indique qu'il y a eu des glissements de terrain ici. De plus, le sol de couleur sombre semble être tombé le long de la pente. Regardons de plus près ce qui se passe en zoomant sur les glissements de terrain les plus visibles dans ce cratère. Le matériau semble provenir des canyons au sommet du cratère. Il est intéressant de noter que ce glissement de terrain se compose principalement de nombreux glissements plus petits. Donc, il est probable que tout cela ne se soit pas produit d'un seul coup, mais au fil du temps. Les glissements de terrain auraient été causés par de petites météorites frappant la paroi du cratère.
Ces petits impacts et glissements de terrain arrondissent les bords du cratère. C'est pourquoi les types de cratères les plus anciens sur la Lune paraissent si lisses comparés aux cratères les plus récents. Quels autres mystères la Lune recèle-t-elle? En voici un autre, le remarquable cratère Messier. En général, les cratères sont ronds, mais celui-ci est allongé. Il ressemble plutôt à une ellipse avec une fente au fond. Tout devient encore plus mystérieux si vous zoomez un peu. Juste à côté du cratère Messier, il y a encore deux autres cratères. Celui de gauche semble beaucoup plus ancien que l'autre car il paraît érodé par rapport au cratère d'impact récent à droite. Est-ce que le nouveau cratère a simplement recouvert l'ancien? Mais augmentons encore plus le zoom. La clé pour comprendre ces formes étonnantes est dans les lignes partant du cratère. On les appelle des rayons, ils indiquent la direction dans laquelle les débris spatiaux se sont dispersés après l'impact. Sur les cratères ronds, les débris peuvent s'éparpiller dans toutes les directions, comme depuis le cratère Tycho. Cependant, ici, les débris partent dans trois directions différentes, vers le nord et le sud à partir de ce cratère et vers l'ouest à partir de celui-ci. Qu'est-ce qui aurait pu causer cela? La réponse est la suivante, un certain corps a frappé la surface sous un angle très faible, inférieur à 15 degrés. Et dans ce cas précis, il s'avère que ce corps s'est fragmenté en trois parties avant même qu'elle ne percute la surface de la Lune. Regardons un autre cratère asymétrique et essayons de comprendre pourquoi il a cette forme. Bien qu'il soit tout à fait possible que ce cratère soit également le résultat de deux impacts, ou d'un seul objet qui s'est divisé en deux juste avant de percuter la Lune. Les scientifiques estiment qu'ici d'autres forces sont intervenues. Faites attention aux ombres sur cette image, au-dessus et en dessous du cratère. Il est évident que ce cratère se trouve directement au sommet du pic. Un agrandissement et l'observation de la carte topographique de la région montrent que c'est bien le cas. Imaginez que l'Everest soit soudainement détruit par une météorite. La forme de ce cratère a probablement été causée non seulement par l'angle d'approche de l'impacteur, mais aussi par le fait qu'il a frappé cette pente raide de la montagne. Il ne paraît peut-être pas aussi raide sur cette photo prise en biais. Cependant, sur une distance d'environ 20 km seulement, il y a une différence d'altitude de 8 km entre le sommet ici et le fond de ce cratère voisin. Sur la photo suivante, on ne voit pas grand-chose. La seule chose visible dans cet immense espace, c'est une partie de la surface baignée par la lumière du soleil. Pourquoi cette zone est-elle si importante pour nous? Cet endroit se trouve au bord du cratère Epinus, un cratère découvert près du pôle nord de la Lune. Les futures colonies lunaires mais seront situées un peu plus près des pôles nord et sud, parce qu'ici, au fond des cratères où le soleil ne brille jamais, se trouvent de grands volumes de glace d'eau, indispensables à la survie de toute colonie. L'eau peut être utilisée pour boire, laver, cuisiner et pour l'agriculture. De plus, la séparation en oxygène et en hydrogène fournit de l'air respirable et du carburant pour les fusées. Ces pôles ont également un avantage supplémentaire. Ici, il y a des pics qui sont presque toujours exposés au soleil, contrairement aux autres parties de la Lune où le cycle jour-nuit dure 28 jours. Le système énergétique de la colonie n'en sera que plus performant. Cependant, ce n'est pas une solution idéale, car des pics comme celui-ci seront également plongés dans l'obscurité selon la saison. Mais 89% du temps, c'est certainement mieux que dans d'autres régions de la Lune où vous recevez la lumière du soleil environ 50% du temps. Pour finir, nous vous laissons avec deux petites îles dans l'obscurité, découvertes dans le cratère Baba. Ce sont les pics centraux, situés au milieu de ce cratère de 80 km de large. Merci d'avoir regardé notre vidéo et assurez-vous de vérifier si vous n'avez pas manqué d'autres vidéos sur la chaîne Hubble.
Sous-titres réalisés par.